Les partenaires techniques et financiers du Burkina Faso annoncent un soutien de 8 000 milliards de francs CFA pour financer le plan national de développement économique et social. C'est un résultat au-delà des attentes puisque le Burkina attendait 6 000 milliards de la conférence de Paris. L'ambiance de l'ouverture de cet important rendez-vous dès le début de ce journal. Dans ce journal, nous irons dans le centre nord pour parler de l'orpaillage. La région regorge plus de 100 sites d'orpaillage dont l'exploitation se fait principalement de façon artisanale. Les enjeux de ce type d'orpaillage sur la région, c'est le sujet donc du dossier à suivre dans cette édition. Bonsoir, merci de nous suivre. C'est donc un résultat au-delà des attentes pour le gouvernement burkinabé présent à Paris pour la conférence sur le PNDS. Selon le communiqué final, au terme de la première journée de la conférence consacrée au secteur public, les annonces de financement des partenaires se sont élevées provisoirement à plus de 8 000 milliards de francs CFA. Ces intentions de financement représentent près de 150% de financement recherché. Le gouvernement et ses partenaires ont convenu de poursuivre les discussions dans le cadre de consultations thématiques et sectorielles axées sur les grands défis du PNDS. De même, ils ont convenu des mécanismes de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre du PNDS et du respect des engagements pris. Et c'est le président du Faso qui a présidé ce 7 décembre l'ouverture de la conférence sur le financement du PNDS. Et c'est devant un parterre de partenaires techniques et financiers du Burkina que la cérémonie s'est déroulée. Une occasion pour Okmar Christian Kaboré de mieux expliquer les fondements de ce référentiel de développement du Burkina Faso. Retour sur cette cérémonie avec nos envoyés spéciaux Moussa Ouedraogo et Moumouni Soubeiga. Face à leurs partenaires au développement, les autorités burkinabènes ne se sont pas faites prier pour vendre l'image du pays. En plus d'un film sur les potentialités du pays, le président du Faso a démontré dès l'ouverture des travaux combien son pays est déterminé à emprunter la voie du développement à travers le PNDS. Le plan qui est là en phase avec les objectifs de développement durable ambitionne de transformer structurellement l'économie burkinabé pour une croissance forte, durable, résiliente, inclusive, créatrice d'emplois décents pour tous et induisant l'amélioration du bien-être social. Le PNDS prend en compte le diagnostic des différents secteurs de notre économie et de notre société et s'articule autour des 3 axes suivants. La réforme des institutions et la modernisation de l'administration. Le développement du capital humain incluant la santé et l'éducation. La dynamisation des secteurs porteurs pour l'économie et l'emploi. Cette option volontariste requiert une forte diversification et une meilleure maîtrise des facteurs de croissance pour corriger les faiblesses structurelles de notre économie et pour tenir compte des nouveaux défis du développement. Les troubles sociopolitiques et les attaques terroristes que le Burkina Faso a connus ont négativement impacté le développement national. Pour Okmar Christian Kaboré, le PNDS constitue une alternative pour la relance de l'économie nationale. C'est pourquoi nous devons absolument réussir les performances suivantes. Assurer une croissance annuelle forte de l'ordre de 8%. Réduire l'incidence de la pauvreté de 40% à 35% d'ici 2020. Fonder nos priorités de développement sur les réponses à donner aux nombreuses aspirations des Burkinabés. Relever le défi du changement climatique par la mise en œuvre de politiques d'adaptation appropriées, notamment l'adoption résolue des énergies renouvelables. Promouvoir un environnement politique à même de garantir la stabilité des institutions républicaines, assurer la bonne gouvernance, réformer les procédures de marché, renforcer les partenariats publics-privés et les pôles de développement, renforcer les dispositifs sécuritaires indispensables à tout processus de développement. Le représentant du gouvernement français, la secrétaire générale de la francophonie Michael Jean, les responsables de la BCAO, de la BID, de la BAD, de la CEDEAO, de l'Union européenne et de la Banque mondiale ont tous félicité le Burkina Faso pour l'adoption du PNDS. Tous ont de ce fait pris l'engagement de soutenir le Burkina dans la mise en œuvre de ce référentiel de développement. La Banque mondiale est un partenaire essentiel du Burkina. Nous avons un portefeuille assez important de l'ordre de 1,2 milliard de dollars. Nous avons une tradition d'annoncer notre contribution financière à la fin de la conférence. Que cela nous permettra aisément de doubler le montant du portefeuille actuellement au Burkina pour la période du PND.
de la conférence de Paris, près de 6 000 milliards de francs CFA, soit 36% du budget du PNDS, sont attendus des partenaires au développement. En attendant les annonces de contributions des partenaires, les travaux se poursuivent ici à Paris avec des panels sur les réformes gouvernementales et les opportunités d'investissement privé au Burkina Faso. Et le président du Faso est rentré ce soir même de Paris. Vous l'entendrez sur le point de son voyage au cours de nos prochaines éditions. Et puis ce communiqué avant de poursuivre dans le cadre du 56e anniversaire de la fête de l'indépendance du Burkina Faso. La cérémonie officielle de décoration aura lieu demain 8 décembre. Cette cérémonie est placée sous le très haut patronage du président du Faso, président du Conseil des ministres, grand maître des ordres burkinabés. À cet effet, la direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées à partir de 14h30 au palais présidentiel 6 Aouaga 2000. Leur limite d'arrivée est fixée à 15h30. Autre point de l'actualité, cela fait 15 ans qu'ils attendent leur indemnisation financière suite à la fermeture de la mine d'or où ils travaillaient. Eux, ce sont les ex-travailleurs de la mine d'or de Poura. Ils disent vivre actuellement dans des conditions difficiles. Ils ont lancé leur cri de cœur au cours d'une conférence de presse ce mercredi à Ouagadougou. Konsun Koulibaly, Vincent Tchenrebego. Les ex-travailleurs de la SOREMIP, la société de recherche et d'exploitation minière du Burkina, réclament leurs indemnisations financières. Des indemnisations suite à la fermeture en août 1999 de la mine d'or du Poura, située dans la région du centre-ouest du Burkina. Au nombre de 639, ces ex-travailleurs disent se référer aux résultats de la commission d'enquête parlementaire sur les titres miniers, publiée le 25 octobre dernier à Ouagadougou. Nous soutenons et soutiendrons la commission de suivi des recommandations de l'Assemblée nationale afin que la vérité et la justice soient faites, à savoir vider tous les contentieux relatifs à l'extraction de la mine de Poura et accélérer sa réouverture, diligenter une information administrative sur la clôture du projet 6 mines mise en œuvre de 1998 à 2003, situer les responsabilités des uns et des autres dans cette forfaiture pour permettre une vraie réconciliation nationale. Mahamadi Savadogo et ses camarades ajoutent à leur plateforme revendicative le règlement des factures pour les prestations des 4 fournisseurs de la mine de Poura. S'ils n'obtiennent pas satisfaction, ces ex-travailleurs de la SOREMIP menacent d'engager d'autres formes de lutte. Voilà qui nous amène à l'actualité dans la région qui accueille cette année la fête du 11 décembre. La région du Centre-Nord est connue pour abriter plusieurs sites d'orpaillage. La seule province du San Matenga compte plus de 100 sites d'orpaillage. Seulement, l'activité est menée de façon artisanale. Quels sont les enjeux de cette situation? Élément de réponse avec Ibrahima Sombier et Nyarki Teda. La région du Centre-Nord, avec ses 3 provinces, le BAM, le Namentenga et le San Matenga, constitue une zone de forte exploitation de l'orpaillage de type artisanal traditionnel au Burkina. Du nord au sud et d'est en ouest de l'espace régional, on dénombre plusieurs centaines de sites. Sur les différents sites, la quasi-totalité des exploitants sont des jeunes dont l'âge est parfois bas, sinon très bas. Réellement, il y a la présence des enfants, il y a la présence des jeunes, il y a la présence même des familles entières dans ces sites d'orpaillage-là. Dans la province du San Matenga, par exemple, l'activité est devenue pratiquement le quotidien de la majeure partie des populations dans tous les 4 coins de la province. Nous avons aujourd'hui 11 communes et départements donc, dans la province du San Matenga. Et sur pratiquement tous les départements, les populations pratiquent l'orpaillage. Des données de 1996 aux indicateurs actuels, la population de la province du San Matenga est passée de 400 000 habitants à plus de 800 000, dont 53% de femmes et plus de 50% ont moins de 25 ans. Et quand vous regardez le système éducatif, les déchets que ça laisse à côté, vous prenez les questions de chômage, mais la plupart des jeunes s'orientent où? C'est l'orpaillage. Vous avez une zone où la pluviométrie n'est pas suffisamment abondante. Vous avez une zone où le refuge des populations à l'époque, c'était la Côte d'Ivoire. Mais avec la crise ivoirienne, beaucoup de gens ne repartent plus en Côte d'Ivoire. Conséquence, la recherche du métal jaune à tout prix est désormais le repère. En tout cas, nous nous débrouillons ici seulement pour chercher l'or. À l'air, il n'y a pas de loi, mais on débrouille. Depuis qu'on exploite l'or,
On ne vend plus notre mille. Tout le monde y travaille. L'activité est bien développée dans la région. Reste que les acteurs eux-mêmes manquent d'organisation selon la structure syndicale des orpailleurs. L'organisation là, bon, maintenant, il n'y a pas d'organisation. Avant, c'était CVMP, bon, c'est devenu privé. Leur souhait est de voir la situation examinée à la faveur de la célébration du 11 décembre à Kaya afin de faire de l'exploitation de l'or une richesse et non un danger pour la région. La ville de Kaya est aussi appelée la cité du cuir et pour cause, la maroquinerie est une activité très développée dans cette localité. Cette activité permet de résoudre un tant soit peu le problème du chômage puisqu'elle permet d'employer beaucoup de jeunes et un marché de cuir est même dédié aux artisans qui comptent sur la consommation locale pour développer leur activité. Jean Zongo, Vincent Tienerbego. Assis à même le sol, au milieu des amas de leurs matières premières, les ouvriers aux mains agiles sont à la tâche. Leur occupation quotidienne est de travailler et de façonner le cuir qui doit passer par différentes étapes de la chaîne de production. Dominique est le responsable de cet atelier de fabrication de divers objets en cuir. Nous sommes très heureux avec cette filière. C'est une filière bien porteuse et nous vivons de ça depuis longtemps. Moi, je suis dans la filière cuir de peau, ça fait depuis 80, donc 36 ans. Donc j'ai une chance pour moi. J'ai pu faire la France 3 fois, j'ai fait l'allemand 2 fois. Dans le San Matenga, la maroquinerie est d'une certaine importance qu'il est devenu une caractéristique de la ville de Kaya, la cité du cuir. Ici, c'est un marché qui est dédié à la filière. Un cadre offert aux artisans pour écouler leurs produits. Cependant, le phénomène mondial de l'insécurité qui a ralenti l'activité touristique est aussi passé par là. Les affaires ne sont plus très bonnes aujourd'hui. Avant, un convoi touristique de 2 à 3 cas pouvait débarquer ici pour acheter des articles. Mais actuellement, nous pouvons faire une semaine sans recevoir de touristes. Je crois que les Occidentaux ont simplement peur et nous voudrons les rassurer que le Burkina est fréquentable. Les artisans de Kaya tiennent alors à une alternative, la consommation locale. Au moment où le faso d'Anfani est à la mode, Dominique pense par exemple qu'il manque souvent une chose à certaines personnes pour parfaire leur élégance vestimentaire. Un sac à la main, sac en cuir made in Burkina comme il en existe pour hommes et femmes à Kaya. Que tout Burkinabé qui est bien habillé en faso d'Anfani, qu'il porte un sac de notre province, made in Kaya. Nous demandons en tout cas que toute personne ait besoin de projets, qu'il consomme ce que nous produisons. Ces sacs sont bien finis, ça vous le constatez. Si l'État, même de leur mission, peut nous commander des sacs et aller, c'est une publicité, ça nous donne du marché, ça fait une grande promotion de notre pays, de notre province. Avec la fête du 11 décembre, Kaya accueille beaucoup de visiteurs et les professionnels du cuir s'attendent à un pic dans la demande de leurs produits. Conséquence, ils s'activent pour parer à cette éventualité. Du théâtre pour sensibiliser, éduquer et éveiller les consciences. C'est la mission que s'est assignée la troupe théâtrale Graines de Génie basée dans la ville de Kaya. Cette troupe s'investit particulièrement dans le théâtre forum et aborde des thèmes d'intérêt tels que l'hygiène et l'assainissement. Découvrons cette troupe, Ansanou et Aouna Marie. Comédiens depuis les bancs de l'école ou du lycée, ils sont aujourd'hui membres de la troupe Graines de Génie, une troupe créée en 2008 afin de continuer à vivre leur passion commune dans la vie active. Enseignants ou étudiants pour la plupart, ils mettent leur talent au service du bien-être des populations. La pièce là, c'est sur l'hygiène et assainissement, c'est la famille de Gwamwaora. Vous voyez que Gwamwaora, c'est quelqu'un qui est très sale, qui n'applique pas aucune règle d'hygiène. Et vraiment, on a essayé de mettre ça en œuvre pour pouvoir sensibiliser la population sur, par exemple, l'hygiène et surtout l'utilisation des latrines. 16 au total, les membres de la troupe Graines de Génie essaient de concilier vie active et vie des planches. Pour eux, le théâtre reste un des moyens d'éveil des consciences et de divertissement. Je suis venue au théâtre par l'amour d'abord. D'abord, j'aime la culture.
Nous ne devons pas oublier la culture, parce que c'est une culture africaine. J'ai appris à jouer Sissène quand j'étais à l'école primaire avec notre président. Mon rêve, c'est de jouer dans des films. Depuis sa création, la troupe Graines de Génie a remporté plusieurs prix au niveau régional. Elle s'investit plus afin de recevoir d'autres distinctions comme celle de la Semaine nationale de la culture. Mais des difficultés subsistent tout de même. C'est notamment le recrutement et la mise en place même de la formation de ces jeunes qui viennent au niveau du centre pour en tout cas se former. De l'avis du président de la troupe, les jeunes semblent se tourner de plus en plus vers d'autres cultures au détriment de la leur. Pour l'enracinement des valeurs culturelles nationales, il plaide pour l'éducation à la base. Si nous regardons aujourd'hui, nous voyons que c'est la musique importée, la danse importée. Et il faut qu'on revienne au niveau de nos valeurs culturelles. La troupe Graines de Génie ne dispose pas de metteur en scène digne de ce nom. Les pièces sont créées à la demande par ses membres. La troupe Graines de Génie libère donc son génie sur les planches pour faire bouger les lignes au sein des populations. Et alors que beaucoup de gens convergent vers Kaya, la ville connaît actuellement une pénurie d'eau. Des familles entières sont privées de ce liquide vital. Dans certains quartiers de Kaya, les coupures d'eau peuvent durer 2 à 3 jours. Naturellement, c'est une situation qui paralyse l'activité économique en cette veille de la fête nationale. On fait le constat avec Daouda Ouattara et Yolande Lompo. À peine a-t-il mis les pieds hors du lit que notre jeune reporter empoigne ses 2 seaux à la recherche du liquide précieux pour faire sa toilette. Donc depuis en tout cas que je suis arrivé, je n'ai pas vu dans ma chambre de l'eau dans le robinet et tout. Ce qu'on fait ici, c'est plus des stocks d'eau. D'habitude, c'est les nuits, ça vient pour qu'on puisse stocker. On peut faire 2 jours, 3 jours sans l'eau. Des fois, on est obligé d'aller en ville pour chercher de l'eau. On a beaucoup de difficultés avec nos clients. Il y a d'autres qui repartent parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Dans ce quartier situé en altitude, l'eau ne remonte que très tard dans la nuit. Awa a en charge la gestion de cette bonne fontaine depuis 3 ans dans le plus grand secteur de la cité du Cuir. Sa bonne fontaine, qui au départ générait des bénéfices, tourne maintenant au ralenti. Les travaux entrepris ont envenimé la situation et pour espérer avoir de l'eau, il faut veiller et attendre vers minuit, si bien que parfois mes clients en viennent aux mains. Résignées, ces femmes sont allées chercher un peu d'eau au niveau d'un forage situé à 4 km de leur lieu d'habitation. Exténuée et hors d'elle, l'une d'entre elles s'écrie. Ici, en saison pluvieuse, nous n'avons pas d'eau. Que dire alors en saison sèche? L'ONEA soutient que c'est parce qu'on est situé en altitude. Altitude ou pas, il va falloir trouver une solution pour nous. Pour aider ces populations, certaines associations et sociétés de la place mettent à leur disposition des forages avec des horaires stricts de ravitaillement. En plus de la production du lac, on a essayé de mettre 5 forages en marche. Et ces 5 forages seront en marche avant le mois de décembre. Donc je pense que ça va au moins pallier un peu au problème d'eau. À Kaya, le lac d'Em produit 3600 m3 jour, plus les 600 m3 que les forages vont injecter directement dans les réseaux, après traitement bien sûr. Je pense que le total, on a 4200 m3 jour qu'on peut produire. En attendant que d'autres solutions soient trouvées, ces populations devront se contenter de l'injection de ces 5 forages que la Nationale de l'eau consent à mettre à leur disposition. Et le problème d'accès à l'eau potable pourrait bientôt être résolu à Kaya, mais aussi dans le reste du Burkina Faso, grâce à ce nouveau partenariat entre Promaco et la société néerlandaise Medentech. Dans le cadre de ce partenariat, des comprimés seront distribués aux populations pour le traitement de l'eau de consommation. La convention de partenariat a été signée hier à Ouagadougou. Issaka Ouedraogo et Mounira Kiri. Une poignée de main pour sceller cette signature de convention entre la société irlandaise Medentech et Promaco du Burkina. Ce partenariat vise à faciliter la distribution des comprimés aquatables dans les ménages, surtout ruraux du Burkina Faso. Les comprimés aquatables sont utilisés pour désinfecter l'eau destinée à la consommation humaine. Les points de distribution
On a souligné les partenaires institutionnels qui travaillent également dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Il y a les communautés, donc la distribution à base communautaire qui se fera également. Ce produit a permis d'août 2013 à août 2015 le traitement de plus de 65 millions de litres d'eau au Burkina. Le ministère déjà est en train d'envisager avec l'ensemble de ses partenaires la mise en place d'une stratégie de traitement de l'eau à domicile. Donc le produit Aquatabs rentre vraiment en droite ligne dans cette stratégie et qui sera développée non seulement par le gouvernement, le ministère de l'eau et l'ensemble des partenaires techniques et financiers. Cette signature de convention entre Medentech et Promaco a été rendue possible grâce au programme américain USAID et WAWASH, un programme qui œuvre pour l'approvisionnement en eau, l'assainissement et l'hygiène en Afrique de l'Ouest. Autre point de l'actualité, la 8e conférence internationale Africom 2016 a débuté hier dans la capitale burkinabé. Cette conférence est consacrée à la question des infrastructures et services numériques dans les pays en voie de développement. Des universitaires de 4 continents prennent part à cette conférence et ils devront proposer des solutions afin de réduire le retard de l'Afrique dans le domaine des TIC. Jean Zongo, Draman Guéni. Des sommités de TIC d'Afrique et d'ailleurs, ici en conclave à Ouagadougou. Une première au Burkina. Cette conférence de Africom, 8e du genre, est consacrée à la problématique des infrastructures et services numériques des pays en voie de développement. C'est un espace où on devrait retrouver tous les parties prenantes, aussi bien les utilisateurs que ceux qui participent du développement de ces technologies-là, pour qu'ils puissent en fait voir ensemble quels sont les problèmes qu'il faut essayer de résoudre et qu'est-ce qu'il faut apporter comme solution à ces problèmes. La recherche peut se faire de façon générale à travers le monde, mais ce que nous essayons de faire ici, c'est de partager les expériences entre nous qui ont comme souci le développement de ces technologies-là, mais dans le contexte des pays en voie de développement. Dans les pays pauvres, les TIC sont encore un luxe pour les populations. Et cette rencontre de Ouagadougou va dépeindre la situation tout en formulant des recommandations de nature à mettre l'Afrique à jour. Nous sommes dans l'attente d'avoir les pertinentes conclusions pour les mettre en œuvre en faveur de nos pays respectifs et pour nous en faveur du Burkina Faso, qui est déjà préoccupé par cette question puisque en mai-juin, on a fait des grandes réunions sous la présidence de son Excellence Monsieur le Premier ministre pour poser les problèmes de connectivité et chercher les solutions. Durant 2 jours, ces chercheurs de l'Afrique, épaulés des universitaires d'Amérique, d'Asie et d'Europe, vont proposer des solutions aux TIC de l'Afrique en plein chantier. La rencontre est organisée par l'ensemble des universités publiques du Burkina, 2e du genre en Afrique francophone. Comment faire de l'accès des femmes à la terre une réalité au Burkina Faso? Des femmes issues de la société civile, du milieu politique et du milieu rural cherchent la réponse à cette question. Elles sont réunies depuis hier à Ouagadougou à l'initiative de l'ONG Konrad Adenauer. Cette rencontre devra déboucher sur un plan d'action à mettre en œuvre. Ibrahima Sombier, Nathalie Sawadgo, Nabaloum. Elles sont des femmes leaders venues des 4 coins du Burkina Faso. Réunies à Ouagadougou dans le cadre du projet Un seul monde sans fin, les droits fonciers des femmes, elles veulent tracer une feuille de route pour bien mener leurs actions sur le terrain. C'est des organisations de la société civile, des femmes rurales, des femmes des partis politiques. On se retrouve pendant 2 jours avec l'appui de Conrad, notre partenaire, pour nous accompagner dans l'élaboration de notre plan d'action. Un plan d'action qui sera pour nous une feuille de route pour pouvoir mettre en œuvre nos actions sur le terrain et espérer un changement formidable. La discussion sur le droit de foncier, c'est aussi une discussion extrêmement politique qui touche aussi soit la situation légale ou juridique du pays et aussi de ses habitants. Mais c'est aussi une discussion qui touche le problème de leadership des femmes en général. Mais la discussion touche aussi l'avenir du pays. Comme je crois, 1 an après les élections, ici au Burkina Faso, ce pays a malgré tous les succès, on a besoin toujours aussi des impulsions politiques. Et je crois que les dames peuvent jouer un rôle extrêmement politique aussi en ce qui concerne le progrès et le succès de ce pays. Il est question ici de discuter sur l'agenda des leaders en matière de promotion du droit foncier de l'autre moitié du ciel au Burkina Faso.
Dans l'actualité également, nous sommes à moins d'une semaine de l'anniversaire de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo et de ses compagnons. La coalition des organisations de défense et de protection des journalistes et des droits humains a déroulé à la presse les activités de ce triste anniversaire. Au programme, un meeting devant le palais de justice pour décrier le retard dans le traitement du dossier Norbert Zongo et des activités au niveau de la presse nationale. Plus de précisions avec Roger Kam et Draman Guéné. 18 ans après la disparition de Norbert Zongo, la lampe qui exige la lumière sur sa mort est toujours allumée. À une semaine de l'anniversaire de ce drame de Sapuy, les organisations professionnelles de médias montent au créneau pour manifester leur indignation face à la lenteur de la justice dans le traitement du dossier. Malgré le verdict rendu par la Cour africaine des droits de l'homme condamnant l'État burkinabé pour obstruction à la manifestation de la justice dans l'affaire Norbert Zongo, force est de constater que si, pendant la transition, les choses ont sensiblement évolué avec la réouverture du dossier, il y a encore un ralentissement inexplicable. Un ralentissement qui commande des mesures fortes le 13 décembre prochain pour un traitement rapide du dossier. La coalition des organisations de défense des droits des journalistes déroule donc une série d'activités pour décrier 18 ans d'impunité. Une opération Page Noire le mardi 13 décembre dans l'ensemble des journaux burkinabés avec un léger différé pour les périodiques. Une opération 13 minutes silence radio le mardi 13 décembre à partir de 15h sur les radios, l'ensemble des radios du Burkina. Une opération 13 minutes d'écran noir le mardi 13 décembre à partir de 15h sur les chaînes de télévision. Et dans l'après-midi à 15h, un sitting silencieux devant le palais de justice de Ouagadougou. La coalition compte sur la collaboration de la presse nationale pour le succès de l'opération Silence Média. Mais avant, dans la matinée du 13 décembre, le collectif organise une marche-meeting à partir de la place de la Révolution. Le dialogue interreligieux et interculturel est en discussion depuis ce mercredi à Ouagadougou. Et c'est à l'occasion d'un symposium initié par le Comité international Joseph Kizerbo pour l'Afrique. Cette initiative soutenue par la francophonie s'inscrit dans le cadre du prolongement des rencontres sur le dialogue interreligieux et interculturel. La rencontre permettra également de faire le point des engagements pris au niveau international sur le sujet. Issaka Ouedraogo et Maxime Zongo. À la faveur de la montée de l'extrémisme religieux, de nombreux forats, colloques et symposiums se sont succédés. Objectif, examiner l'état des lieux et surtout poser la problématique sur fond de dialogue entre les cultures et entre les religions. L'initiative sur le symposium sur le dialogue interculturel et interreligieux est une continuation de ce qui a commencé aux Nations Unies, mais également à la francophonie, à la CEDEAO, à l'UEMOA, pour permettre justement que nous puissions cultiver le vivre ensemble, que nous puissions cultiver une meilleure connaissance des uns et des autres. Comment gérer la diversité humaine et la diversité religieuse en toute harmonie? Voilà donc la problématique autour de laquelle ces experts et hommes de culture vont réfléchir 3 jours durant à Ouagadougou. Je suis là parce que l'OIF apporte un appui technique et financier à cet atelier et je voudrais participer aux travaux pour clarifier, préciser les termes de référence du symposium sur le dialogue des cultures et des religions. Au terme de la rencontre, il est attendu des participants un consensus entre les parties prenantes sur l'analyse de la situation spécifique du Burkina. Des recommandations sur le rôle des politiques culturelles dans le dialogue des cultures et des religions au Faso. On revient au Burkina pour jeter un coup d'œil sur l'actualité dans la presse écrite. Les parutions de ce mercredi se sont intéressées entre autres à la conférence de Paris sur le PNDS et la levée de l'immunité parlementaire du député Salifou Sawadougou. La revue de presse est avec Vincent Tchendrebego. C'est la semaine du PNDS dans la presse, le PNDS de tous les espoirs selon Sidoya. Et le président du Faso himself est à Paris pour donner du tonus au plaidoyer. Mais aujourd'hui, au Faso croit savoir les raisons qui ont déplacé Roch. Les nouvelles pourraient être bonnes quant à la mobilisation des fonds escomptés. Et le vice-président de la Banque mondiale, qui se déplace rarement en raison de sa convalescence, a tout de même tenu à être à Paris du fait de son estime pour le Burkina, selon le journal.
Les parutions du jour font écho de la levée de l'immunité du député Salifou Sawadgo par l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, au Faso nous apprend que c'est à la requête du commissaire du gouvernement qui compte mettre l'intéressé en accusation pour son soutien actif au coup d'État de septembre 2015. Sidoya ajoute que la justice militaire reproche à Salifou Sawadgo d'avoir organisé des manifestations à l'occasion de ce coup de force, manifestations qui se sont soldées par le saccage et incendie de domiciles privés, dont celui de l'actuel président du Parlement. Et c'est avec 86 voix pour et 33 contre sur 123 votants que les députés renvoient un de leurs devant la justice. Destitution du maire de l'arrondissement 8 de Ouagadougou, suivi de manifestations violentes. Selon les informations de l'observateur Palaga, tout est parti d'une motion formulée par 10 conseillers sur les 13 ayant abouti à la destitution de Mahamadi Zongo pour mauvaise gestion. Mais le journal ne manque de rappeler un précédent. À l'issue des municipales de mai 2016, le MPP a obtenu 7 sièges et 6 pour l'opposition au conseil municipal. Et suite à des discordes internes au MPP, Mahamadi Zongo passe à l'opposition pour se faire élire maire aux grandes dames de son parti d'origine. Présidentielle au Ghana voisin, une tradition des urnes sans tambour ni trompette, titre aujourd'hui au Faso, même si le match est serré entre le président sortant John Dramani Mahama et son rival Nana Akufo-Addo. Et pour le pays, c'est comme un fleuve tranquille, sans les empoignades et les violences remarquables sous nos tropiques. À présent, votre rubrique En route pour Kaya que la rédaction de la RTB vous propose dans le cadre du 11 décembre. Nous retrouvons donc Marguerite Douagneau sur la route de la cité du Cuy. Le poste de péage n'est plus à l'entrée de Lumbila. Alors pour vos besoins de tickets de péage, il vous faudra aller un peu plus loin. Le nouveau poste est en construction à Zignaré, mais en attendant, c'est ici, à Nomgana, le poste provisoire. Le poste de péage se trouve ici, à Nonganam, un peu après Lumbila, sur l'axe Ouagadougou-Kaya. Le déménagement a été effectué il n'y a pas longtemps. Jusqu'à présent, il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a le péage ici. On a déménagé. Pour les faire payer, il faut forcément fermer les barrières qu'ils puissent arrêter pour prendre. Ce poste de péage de Nonganam est provisoire, juste le temps qu'il faut pour que le définitif en construction à Zignaré soit achevé. Le centre de multiplication des animaux performants est un laboratoire expérimental du ministère en charge de l'élevage. Son objectif est de contribuer à la modernisation de la filière bovine en mettant à la disposition des acteurs des espèces améliorées. Nous découvrons ce laboratoire en route pour Kaya avec Issa Kamfando et Zoubaviel David Dabiré. Le Centre national de multiplication des animaux performants se veut une réponse aux besoins de modernisation de la filière élevage au Burkina Faso. Ici, les techniciens expérimentent de nouvelles méthodes en vue d'accroître les rendements des productions animalières. Ils favorisent ainsi le croisement des races locales de bovins comme l'Azawak, le Goudali ou encore le Zébupel et le Girilando brésilien. Les espèces améliorées qui en découlent sont mises à la disposition des producteurs burkinabés. Le but étant de les aider à passer de l'élevage de contemplation à un élevage intensif. Cette contribution se fait à travers nos stations et à travers également l'insémination artificielle avec des races laitières et des géniteurs repérés performants sur le terrain. Aussi, les questions liées à l'alimentation du bétail sont en passe de trouver des réponses ici. Nous sommes dans un champ de cactus fourragers, une espèce fourragère qui a été introduite en partenariat avec des chercheurs brésiliens de Embrapa. Et donc nous sommes en multiplication. Et cette plante est en train d'être vulgarisée également sur le terrain auprès des éleveurs pour aider en tout cas dans l'alimentation animale. Mais les difficultés ne manquent pas dans ce centre. La vétusté des infrastructures et le manque crucial de produits vétérinaires sapent les efforts des techniciens. Pire, l'espace vital nécessaire à cette recherche expérimentale
s'amenuisent au fil des ans, faute de délimitation et de documents juridiques. Pour résoudre ces problèmes, les responsables du Centre de multiplication des animaux performants plaident pour une amélioration de ces statuts et le renforcement des capacités des techniciens. Une attraction touristique sur l'axe Ouagadougou-Kaya, le Lumbila Beach. C'est un espace aménagé dans le but d'offrir aux visiteurs un cadre convivial de détente et d'évasion. Son originalité permet aux visiteurs de se faire plaisir sur les eaux du barrage de Lumbila avec des engins motorisés. Nous découvrons donc les lieux avec Issa Kafando et Zoubaviel David Dabiri. Aire de repos et de loisirs pour les uns, site touristique pour les autres, Lumbila Beach fascine par l'originalité de son décor. Le site de 18 000 m² longe les berges du barrage de Lumbila et offre à ses visiteurs une vue unique sur la nature. Les visiteurs, pour la plupart nationaux, viennent à Lumbila Beach, qui pour se détendre, qui pour effectuer une excursion sur ses eaux. Le concept permet aux Burkinabés de vivre ici l'expérience d'une plage. On a essayé de profiter de la mare pour faire découvrir les gens. Parce que ce qui existe en Europe, nous aussi on peut quand même essayer de faire quelque chose de semblable. Côté gastronomie, les mets exotiques sont bien présents dans les habitudes alimentaires des visiteurs, ce qui n'empêche pas les responsables des lieux de proposer parfois des spécialités du terroir, histoire de promouvoir les produits locaux. Des fois, quand on reçoit des clients qui veulent vraiment goûter nos plats, nos mets burkinabés, on essaie de faire de mieux, tels que les ganrés, les abnais, babena, c'est un peu rare. Du tout ça, nous on essaie quand même de faire goûter les clients pour qu'ils sachent que au Burkina, il faut goûter le plat locaux. Avec les crises sécuritaires qu'a connu le Burkina Faso, les touristes étrangers ne sont plus fréquents à Lumbila Beach. Mais l'espoir de les voir revenir renaît selon Saïdou Ouedraogo avec les récentes mesures prises par le gouvernement pour renforcer le dispositif sécuritaire dans notre pays. Voilà, l'équipe de En route pour Kaya vous donne rendez-vous demain pour la suite du voyage. Avant de se séparer, je vous rappelle l'information principale de ce soir. C'est un résultat au-delà des attentes pour le gouvernement burkinabé présent à Paris pour la conférence sur le PNDES. Selon le communiqué final, au terme de la première journée de la conférence consacrée au secteur public, les annonces de financement des partenaires se sont élevées provisoirement à plus de 8 000 milliards de francs CFA. Ces intentions de financement représentent à près de 150% du financement recherché. Le gouvernement et ses partenaires ont convenu de poursuivre les discussions dans le cadre de consultations thématiques et sectorielles axées sur les grands défis du PNDES. De même, ils ont convenu d'un mécanisme de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre du PNDES et du respect des engagements pris. Le président du Faso rentre ce soir de Paris. Il va animer une conférence de presse dont la teneur vous sera proposée au cours de nos prochaines éditions. On s'arrête là pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci de rester fidèle au programme de la RTV.